Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, un accord viendra certainement concrétiser les pourparlers actuels entre le pouvoir malien et les groupes du Nord à Alger, la capitale algérienne. Une avancée considérable pour le processus de paix dans le nord du pays. En Tunisie, la campagne officielle pour le second tour de l'élection présidentielle est toujours en cours dans le pays. Une campagne plutôt tendue entre les deux candidats. D'un côté, le président sortant, Monsef Marzouki, et de l'autre, le chef du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi. Le Maroc, destination sûre pour les investisseurs internationaux. Le Royaume fait en effet partie des pays en tête du classement du cabinet britannique de conseil contrôle risque. Les négociations intermaliennes sur la bonne voie. Ce samedi, 5 groupes du nord du Mali se sont déclarés en faveur de l'accord de paix présenté à Alger, la capitale algérienne qui accueille les discussions. Une étape importante dans le processus de paix actuellement en cours dans le nord du pays. Ibrahim Ndiaye. Va-t-on vers une résolution définitive du conflit dans le nord du Mali? Le projet d'accord de paix proposé par la médiation algérienne a été approuvé par des groupes armés du nord Mali. 5 groupes armés loyalistes du nord Mali ont annoncé ce samedi qu'ils étaient favorables au document d'accord de paix proposé par Alger. 5 mouvements armés du Nord ont tenu une réunion à Bamako où ils ont affirmé leur attachement à la République du Mali, donc au respect de son intégrité territoriale. Ces mouvements ont clairement signifié qu'ils adhèrent au projet d'accord qui est actuellement en cours. Seulement, souhaiteraient que ce soit amélioré en un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la répartition des richesses, la gestion du pouvoir local, la gouvernance locale. Cette prise de position de ces groupes armés est une étape décisive en ce qui concerne le futur statut de l'Azawad, point d'achoppement non négligeable dans ce conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes refusent même l'existence du nom de l'Azawad. Ces mouvements, quand ils se sont réunis, c'était non seulement pour marquer leur désaccord avec les autres mouvements qui tiennent coûte que coûte à l'autonomie ou à l'indépendance de l'Azawad. D'ailleurs, ce sont certains termes comme l'Azawad, comme l'autonomie ou l'interrégionalité entre les régions du Nord pouvant prendre le nom qu'ils désirent, qui constituent les points de désaccord dans les documents. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble, donc ceux qui approuvent le projet d'accord sont plus nombreux et plus importants en termes de représentativité que la partie radicale du MLA qui refuse catégoriquement les documents, qui tient coûte que coûte à l'indépendance. Donc le Front populaire de l'Azawad est une dissidence du MLA et tout dernièrement, et aussi ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils sont avec les forces loyalistes gouvernementales. La reprise des négociations est prévue pour le 24 janvier 2015 à Alger, en Algérie. Dans le reste de l'actualité, les élections sénatoriales au Libéria ont été reportées au 20 décembre, une décision prise communément par la Commission électorale nationale, les partis politiques et les candidats en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit toujours, nous vous le rappelons, dans le pays. Le Maroc est membre de la coalition contre l'État islamique. Le pays abrite ce lundi 15 décembre une réunion à Marrakech pour examiner le dossier des combattants européens dans les rangs de Daesh. Amina Tatiak. Le Maroc dans la guerre contre le terrorisme. Ce lundi 15 décembre 2014 à Marrakech, le royaume chérifien accueille une réunion consacrée aux combattants étrangers de l'organisation de l'État islamique. Une rencontre initiée par l'OTAN qui a élargi sa coalition aux pays de la région méditerranéenne, notamment le Maroc et la Tunisie, afin de lutter contre Daesh. Objectif, coordonner les actions de l'ensemble des intervenants contre les activités des filières de recrutement djihadiste. La réunion, donc décidée depuis quelque temps par l'OTAN, donc dans le comité de lutte contre Daesh, est aujourd'hui abrité à Marrakech. Cela paraît normal puisque le Maroc est l'un des premiers pays à avoir rejoint le comité de 2005 des Nations Unies contre le terrorisme. Et le Maroc a exprimé ces derniers temps sa volonté de participer à la coalition, même si militairement il n'y participe pas. Il participe en tout cas aux instances politiques. Il le fait déjà aux côtés de la Turquie, il le fait aux côtés de la Jordanie, de la Tunisie, dans une logique
méditerranéenne. Et donc là, la logique méditerranéenne, c'est plutôt de prendre part à une protection de la Méditerranée contre le terrorisme, et le Maroc, de ce point de vue-là, est une part évidente. Le Maroc est devenu pour l'OTAN un partenaire stratégique clé dans la région. Le pays a en effet adopté une position de principe ferme et sans ambiguïté concernant le terrorisme. Il est clair que le Maroc a une expérience aujourd'hui qu'il a réussi à élaborer lors de ces dernières années, qui s'articule autour de 3 piliers essentiels. Le premier est la gouvernance sécuritaire, et le deuxième, donc, le développement humain, et le troisième, donc, la restructuration du champ religieux. Une expérience qui est reconnue donc comme réussie dans cette lutte. Il est clair qu'aujourd'hui, donc, il y a des enjeux. Ces enjeux aujourd'hui, donc, c'est la gestion des recrutements, des départs, mais c'est surtout des retours de ces combattants étrangers. Les services marocains de renseignement sont activement engagés dans la lutte antiterroriste, devenue une priorité pour le gouvernement. Preuve en est l'opération de Kénitra en octobre 2014 qui avait permis l'arrestation de 2 Français. Début novembre à Marrakech, 4 autres Français avaient été également interpellés. En Tunisie, les 2 candidats du second tour de l'élection présidentielle, Monsef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, battent toujours campagne. Le scrutin est prévu le 21 décembre, une élection importante pour les Tunisiens qui espèrent asseoir définitivement un état de droit dans leur pays grâce à cette élection démocratique. Ibrahim Ndiaye et Aminata Diak. Dernière ligne droite dans la campagne électorale pour le scrutin présidentiel en Tunisie. Les 2 candidats au second tour, Monsef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, abattent leur dernière carte pour convaincre les électeurs. Pour la rue tunisienne, ce scrutin est historique. Il marque une étape décisive pour l'ancrage de la démocratie dans le pays. Pour moi, ces élections sont transparentes par rapport au passé. Maintenant, je peux voter pour celui que j'aime. Mais avant, nous étions sous pression pour voter pour quelqu'un au détriment des autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis un homme libre. Je crois que ces élections sont vraiment quelque chose. Mais il a fallu plus de temps qu'il ne devrait avoir à atteindre ce stade. Ces élections nous rendent heureux et fiers d'être tunisiens. La campagne électorale se déroule dans un climat tendu. En effet, les 2 camps ne s'épargnent pas verbalement, poussant même l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISI, à les convoquer pour une mise au point. C'est une campagne douteuse dans une atmosphère vicieuse. Il n'y a pas de lutte de programme, il y a des luttes plutôt de modèles de société. Et donc, on a maintenant, d'une manière débridée, des qualificatifs de part et d'autre, et surtout de la part du président sortant, M. Monsef Marzouki, qui, au début de sa campagne, au moins au cours du premier tour, avait tenu des propos comme il avait utilisé les mots de tarout, certains termes qui sont propres à des mouvements salafistes. Et il s'est fait aider par certains connus pour les ligues dites de protection de la révolution, qui sont des ligues d'extrême droite qui font le coup de poing contre les militants des droits de l'homme et qui sont des provocateurs et tout ça. Il y a eu de part et d'autre, bien sûr, des dérapages. Et en même temps, les Tunisiens sont estomaqués par l'absence de lutte autour des programmes, mais plutôt par l'insulte, l'invective qui l'emporte. Près de 5,3 millions d'électeurs tunisiens sont attendus aux urnes ce dimanche 21 décembre. Il s'agit de la première élection présidentielle libre et démocratique depuis l'indépendance de la Tunisie. Et sachez qu'au Nigeria, les 2 principaux syndicats du secteur pétrolier ont appelé à une grève illimitée à partir de ce lundi. Un mouvement qui va toucher tous les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière. Les salariés protestent contre l'incapacité du gouvernement à faire baisser les prix de l'essence à la pompe, alors que les cours du pétrole ont chuté de 45% ces derniers mois. Les syndicats accusent également le gouvernement nigérian de retarder la mise en place d'une nouvelle législation dans l'industrie pétrolière. Le cabinet britannique de conseil Contrôle Risque classe le Maroc pays à faible risque pour les entreprises. 5 autres pays du continent sont référencés comme tels. Le Cap-Vert, les Seychelles, la Namibie, l'île Maurice et le Botswana. Un classement qui souligne le climat des affaires très stable dans le royaume chérifien. Un facteur nécessaire pour les investisseurs internationaux. Graziella Chakunte. En matière de sécurité pour les entreprises, le Maroc n'a rien à envier aux États-Unis, au Canada et encore moins à la majorité des pays de l'Union européenne.
C'est ce qui ressort de la dernière étude publiée par le cabinet de conseil britannique contre le risque au titre de l'année 2015. Porte d'entrée sur l'Afrique émergente, le Maroc attire de plus en plus d'investisseurs désireux de profiter des potentialités économiques que recèlent les marchés africains. Au vu du parcours récent du Maroc et notamment sa résilience et la manière dont il a traversé le printemps arabe, ce rapport ne peut être que justifié, dans la mesure où il consacre que le Maroc est assis sur un triptyque qui est sécurité, stabilité et emplacement géostratégique au carrefour de 3 continents. Parallèlement, le cabinet dresse un tableau sévère et peu nuancé de la situation des autres pays africains. Plusieurs États d'Afrique subsaharienne figurent dans la catégorie des pays à haut risque, au même titre que l'Algérie, la Libye et l'Égypte, faisant du royaume chérifien l'exception maghrébine. Le Maroc a beaucoup plus axé sa croissance sur les grands projets d'infrastructure, sur l'export, même si la balance commerciale est toujours déficitaire, et sur le dynamisme de son économie interne et de son commerce. On note une augmentation de l'attractivité et puis surtout une projection africaine de plus en plus ambitieuse avec des entreprises, notamment dans les services, qui sont de plus en plus agressives dans la zone du Greater Northwest Africa, c'est-à-dire de la pointe de l'Angola jusqu'à Tanger. Après avoir enregistré un repli en 2009 sous l'effet de la récession mondiale, les autorités marocaines ont su attirer au cours des dernières années un flux relativement conséquent des capitaux étrangers, s'appuyant essentiellement sur le secteur bancaire, le tourisme, l'énergie et l'industrie. Il est également à noter que le pays a gagné 8 places au classement Doing Business 2014 de la Banque mondiale relatif à la qualité du climat des affaires. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.